BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Et nos coéquipiers du club qui viennent de nous rejoindre pour anticiper les décisions des banques centrales, mesurer le potentiel des marchés pour la suite. Christian Parizeau, économiste, vient de nous rejoindre. Altaïr Economics, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue Christian. Igor Demac, dirigeant associé de Vital Épargne, vient aussi de nous rejoindre. Bonsoir Igor. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau. On va parler des marchés dans un instant, de leur potentiel pour la suite et des banques centrales. D'abord, le décès de Silvio Berlusconi, c'est évidemment l'actualité du jour, qui aura marqué l'histoire italienne, c'est vrai, d'après-guerre. Il aura été le président du Conseil le plus longtemps en activité à la tête du Conseil italien comme Premier ministre depuis la Deuxième Guerre mondiale, mine de rien. Qu'est-ce que Silvio Berlusconi aura laissé comme trace, tout simplement, pour l'économie italienne et du point de vue des marché. Igor, comment est-ce que vous qualifieriez les choses, son empreinte? Il y a 5 dans le paysage médiatique français qu'il a créé. Il y a le Milan AC, ça c'est plus pour la partie, je dirais, un petit peu plus médiatique et puis sportive, mais 4 gouvernements et surtout peut-être une figure qui a préfacé ce qu'on appelle aujourd'hui le populisme, enfin une façon de faire de la politique à partir de la sphère privée, donc peut-être finalement très précurseur, et avec une Italie, un pays qu'on considère toujours comme très poussiéreux, mais qui est très entreprenant, puisqu'il a représenté pendant des années le petit patronat italien, qui a peut-être aussi sauvé d'une certaine façon l'Italie à des moments où l'Italie était très en difficulté, mais avec les institutions européennes, il n'était pas compatible à cette époque. Donc ça fait que effectivement, c'est un personnage très contesté, mais qui est très aimé, qui sera très, à mon avis, on va voir pendant ses obsèques, qui seront nationales, quand même assez suivies. Oui, il y a un deuil national, effectivement, il y aura un deuil national mercredi, donc après-demain en Italie. Aujourd'hui, comment l'Italie va-t-elle par rapport, effectivement, aux années Berlusconi? L'Italie était vraiment sur le grill européen lors de l'un de ses derniers mandats à la tête du Conseil italien, au point, effectivement, qu'un certain nombre de pays européens avaient vraiment poussé pour que Silvio Berlusconi quitte la tête du gouvernement, parce que ça devenait très très chaud là sur la dette italienne. Il y a eu aussi la crise des dettes, bien sûr, sur l'ensemble de l'Europe du Sud. Aujourd'hui, comment va l'Italie par rapport à cette période? Tant que la dette est sous contrôle, en tout cas son coût est sous contrôle, c'est un pays qui a d'énormes avantages par rapport aux nôtres, c'est-à-dire qu'il est en excédent commercial, il gère plutôt bien son budget primaire. Après, les difficultés historiques de l'Italie ne sont pas réglées, le nord, le sud, mais c'est un pays industriel, c'est un pays de commerce. Donc aujourd'hui, même si la globalisation a un petit peu freiné, c'est quand même normalement un pays qui est plus vertueux, avec évidemment une base de coûts administratifs et publics très élevée, mais on partage à peu près les mêmes caractéristiques, sauf que nous, on n'a pas d'excédent. Oui, l'écart de taux entre l'Allemagne et l'Italie qu'on regarde depuis la crise des dettes, depuis une dizaine d'années, cet écart de taux s'est bien resserré. On est largement sous les 200 points d'écart de taux, là. 166 points à l'instant d'écart de taux entre les 10 ans italiens et allemands. On sent que l'Italie est une trajectoire plus vertueuse. On a des exemples, aurait des exemples à nous donner, nous Français, effectivement, d'un point de vue budgétaire. Sur l'aspect excédent primaire. Voilà. C'est ça surtout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, base industrielle, excédent commercial. Voilà, il y a quand même des éléments positifs de l'Italie. Ils ont notamment un tissu industriel qui est bien meilleur. Il y a quand même des petits éléments positifs. Maintenant, le gros point noir pour moi de l'Italie, c'est quand même le vieillissement de la population qui capte clairement la croissance. N'oubliez pas que avec le Japon, c'est l'Italie qui vieillit le plus vite. Oui, bien sûr. Mais est-ce que l'intelligence artificielle, vous disiez, il va falloir des réformes. Est-ce que la première des réformes à mettre en œuvre, c'est tout simplement laisser l'intelligence artificielle faire le boulot pour augmenter peut-être la productivité, ce qui apporterait peut-être une forme de réponse à cet enjeu? Oui, il faut avoir le personnel qualifié pour développer l'intelligence artificielle. Ça se fait pas comme ça, et ça c'est un gros problème. Parce qu'aujourd'hui, c'est un des premiers pays qui l'interdit dans les universités, ChatGPT, donc, qui avait le projet. Donc après, il y a tout un débat sur l'impact de l'intelligence artificielle, sur la productivité. Je vous rappelle que nos chiffres, alors ils sont peut-être faux, mais nos chiffres macroéconomiques nous montrent que dans tous les pays du monde, on n'a jamais eu une productivité du travail aussi basse à un moment où les investissements des entreprises dans le secteur technologique ont été aussi élevés. Donc ça interpelle quelque part. Donc quel est l'impact réel sur la productivité du travail, sur l'emploi? C'est un gros débat et je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. Bon, Igor, sur le marché de la dette et auprès des marchés financiers, quand on raisonne à moyen long terme, aller à 5-10 ans, il vaut mieux quand même être la France que l'Italie. On est d'accord. Même si tout à l'heure vous disiez, l'Italie quand même, elle pourrait nous donner vraiment la fessée à nous. Ou investisseur. Les deux. En tant qu'émetteur, on paye moins cher notre dette et elle est entre guillemets plus petite. Donc c'est mieux d'avoir une meilleure note de crédit, mais vous avez vu récemment qu'elle était sous questionnement, notre qualité de crédit. Après, en tant qu'investisseur,
Bon, moi, j'ai jamais vraiment cru au scénario de dégringolade de la zone euro monétaire. Bon, on n'est pas passé très loin non plus. Donc, la prime que vous avez sur l'État italien me semble assez intéressante aujourd'hui. Après, est-ce qu'il faut aller sur les souverains ? Je ne suis pas sûr que ça soit le meilleur endroit aujourd'hui, sauf à penser qu'il y a un phénomène récessif. Et là, on aura un flight to quality. Et je pense que là, la qualité, ça sera plutôt vers le Bund et l'OAT. Ouais. Depuis le début de l'année, la bourse de Milan fait à peu près aussi bien que le CAC 40. Il n'y a pas de souci là-dessus. Milan a bien progressé aussi depuis le début de l'année. Cette bourse de Milan, aujourd'hui en hausse comme l'ensemble des marchés européens. Bon, malgré le décès donc de Silvio Berlusconi, il en sera à nouveau bien sûr question dans Good Evening Business à partir de 18h sur BFM Business et jusqu'à 20h. Enrico Letta sera lui l'invité d'Edwige Chevrillon à partir de 19h30. Les marchés, ils vont suivre quoi cette semaine ? Les banques centrales. Et c'est Wilfried Galland qui intervient souvent sur cette antenne qui résume ainsi l'enjeu autour des banques centrales cette semaine. Pour lui, la Fed et la BCE vont, à travers leur choix de politique monétaire cette semaine, décider d'enclencher la récession. Est-ce que c'est ça qui va se jouer ? Oui, là, on est quand même à un moment un peu charnière pour les marchés. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils végètent toujours sur les mêmes niveaux depuis quelques semaines, parce que on ne sait pas si on va vraiment rentrer dans une récession punitive ou pas pour le consommateur et les économies. Si c'est du 0 moins, ça sera très bien piloté, mais je voudrais rappeler juste une chose, c'est que l'inflation, c'est la vitesse de progression des prix, mais le niveau des prix, lui, il est à un niveau, c'est le cas de le dire, très élevé. Donc même si on passe de 5 à 6 à 4, pour le consommateur aujourd'hui qui a puisé dans son épargne, sans soutien budgétaire, même si ça ralentit, le coût des biens et services reste très cher. Alors le pétrole a baissé, mais ça s'est diffusé finalement assez lentement. Donc je pense que le consommateur et les économistes sont quand même un petit peu en danger. Ça ne veut pas dire que ça sera une récession massive, mais il va falloir, à mon avis, en passer par un effet récessif pour faire baisser plus les prix, pour aussi que les valos se détendent sur les marchés, et puis réenclencher un cycle un peu plus vertueux, parce que on va pas pouvoir tout faire, ralentir le crédit, le rendre plus cher, garder une économie en croissance, c'est pas possible. Là, on suit trop d'objectifs. Et la récession technique ne suffira pas sur l'inflation, il faudra aller au-delà. Peut-être 1 ou 2 trimestres de plus. Après, c'est jamais très bon quand les États-Unis nous envoient une récession un peu d'ampleur, parce que nous, on n'a pas du tout l'économie qui peut résister au choc. En fait, je pense qu'on n'a plus les soutiens budgétaires suffisants, donc il ne faut pas que la récession soit trop longue, trop dure. Donc quelques trimestres, avec quelques dizaines de points de PIB, ça serait assez logique et peut-être assez sain aussi. Igor Demac, Vital Épargne et Christian Parizeau pour Altair Economics nous accompagnent. Igor, dans 2 jours la Fed, jeudi viendra la Banque Centrale Européenne. Est-ce que la question des liquidités sera posée ? Les États-Unis doivent se refinancer. Peut-être plusieurs centaines, voire plus de 1000 milliards de dollars de refinancement attendus dans les prochains mois aux États-Unis, alors que la Fed est de moins en moins présente dans le marché. Déjà, il y a eu le sujet du plafond de la dette qui a été réglé, donc on peut dire qu'il y a quand même, je dirais, un gros sujet de financement de l'économie américaine. Après, les marchés vont jouer leur rôle, comme d'habitude, ils vont pricer la dette. Je pense qu'il n'y a pas de souci de liquidité des États-Unis, ni de la dette publique, ni d'ailleurs en Europe. Moi, je dirais qu'en tant qu'intervenant de marché, on a du mal à prendre des positions très lourdes avant ces 2 décisions, puisque les banques centrales sont les acteurs les plus puissants. C'est eux qui créent et qui retirent de la liquidité. Donc, je pense qu'il faut passer cette semaine avec surtout, mais je pense que on va en parler, c'est surtout le message qu'il y aura derrière la hausse ou la non-hausse. C'est là, maintenant, on guette vraiment ce qu'ils veulent faire. Et on l'a dit tout à l'heure, si on nous dit que c'est 2025 le point d'atterrissage, ça fait quand même très long. Donc moi, je subodore pas de problème de refinancement des économies. Bon, ça peut se tendre un peu parce que c'est vrai qu'en phase récessive, les États ont un tout petit peu moins de revenus fiscaux, donc les investisseurs voudront avoir une petite prime. Mais j'ai pas cette inquiétude là. L'inquiétude, c'est plus le message derrière le mouvement de taux ou pas. Pour la suite, l'un de vos scénarios anticipe une poursuite du ralentissement, voire la récession, Igor, mais un marché de l'emploi qui resterait dynamique et des salaires qui continueraient de monter. Donc un problème toujours d'inflation qui persisterait malgré le ralentissement. Ça fait partie de vos scénarios, ça ? Ouais, moi j'ai plutôt tendance à penser que les phases de taux bas et taux longs et d'inflation sont des phases assez longues. Donc, et on a du mal, surtout dans nos sociétés modernes, occidentales, à penser un espace-temps long, puisqu'on est très dans l'immédiateté. Mais je pense que le marché et les marchés financiers ont changé de régime, donc ça va mettre du temps. Donc
pas espérer retrouver, d'ailleurs on le disait, 2025 et puis peut-être dans un an on aura 2026. On a d'ailleurs eu beaucoup de mal à atteindre 2% pour finalement le dépasser allègrement, vous voyez. Donc je pense que le scénario c'est une croissance assez contrainte, des prix qui restent élevés et des conditions monétaires qui vont être beaucoup plus favorables à l'investisseur, le détenteur de cash et de placement liquide. Donc ça va pas changer demain. Sauf catastrophe qu'on n'aurait pas vu venir ou conflit généralisé. Mais ça, c'est pas des scénarios dans lesquels on travaille. Mais je crois que ça va durer un petit peu de temps. Merci messieurs de nous avoir accompagnés. Le club, Christian Parizeau, économiste et conseiller auprès d'Aurel BGC, Altair Economics nous accompagnait, ainsi qu'Igor Demac, dirigeant associé de Vital Épargne. Bonne soirée messieurs, bon retour. Merci.